Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons analyser une certaine thèse en Europe orientale, une russophobie post-moderne, et nous allons essayer de voir en quoi cela est une réalité ou en fait une spéculation. Les deux vidéos suivantes débuteront chacun par une surprise, surprise causée par la résistance de l'économie russe afin de réfléchir sur la Russie, puis par la résistance militaire de l'Ukraine afin de réfléchir sur ce pays. Alors cette vidéo consacrée à l'Europe de l'Est, c'est-à-dire aux anciennes démocraties populaires auxquelles j'adjoins les républiques baltes, commencera par une absence de surprise. Rien dans les rapports de cette Europe de l'Est à l'Europe occidentale et à la Russie n'a dérouté qui que ce soit alors qu'il avait vraiment eu de quoi. Tout se passe comme si depuis la fin du communisme et plus encore depuis le début de cette guerre, la russophobie de l'Europe de l'Est et son appartenance au camp occidental était on ne peut plus naturelle, s'inscrivait dans une histoire familière depuis le fond des âges et qui avait nul besoin d'être expliquée. Or, rien de tout cela n'allait de soi, bien entendu. Alors, il y a des perplexités en série. Rappelons qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces pays étaient gouvernés, si ce n'est par des dictatures, du moins par des régimes autoritaires dans une région ravagée par l'antisémitisme. Une exception, la Tchécoslovaquie, qui était une démocratie libérale, cousine de la France, puis développée, qu'elle d'ailleurs, sur le plan industriel et éducatif. La soviétisation de l'après-guerre n'eut donc pas lieu dans un monde qui aurait au départ été démocratique et libéral. Et quand l'Europe de l'Est commença à rallier le OTAN, puis l'Union européenne à partir de 1999, ne rejoignait pas une trajectoire malencontreusement déviée par Staline. Sa conversion au libéralisme aurait dû surprendre. Autre sujet d'étonnement, les deux régions ou pays de l'Europe de l'Est qu'on ne peut décrire comme simplement russophobes sont l'Allemagne de l'Est et la Hongrie. En Allemagne de l'Est, une certaine nostalgie du communisme est encore palpable chez la minorité de gens et le soutien à l'Ukraine encore plus faible qu'ailleurs dans la République fédérale. Quant à la Hongrie, sous la direction de Viktor Orban, elle est, pour ainsi dire, officiellement hostile à la position pro-ukrainienne de l'Union européenne et entend bien continuer à collaborer avec la Russie. Or, ce sont justement ces deux pays qui, davantage que les autres, ont lutté contre la Russie à l'époque de la domination soviétique en 1953 en Allemagne de l'Est, par des grèves massives, en 1956 en Hongrie, par une révolution que l'armée rouge noya dans le sang. Plus récemment et de façon décisive, l'Allemagne de l'Est, alors ex-RDA, abattait le rideau de fer avec la collaboration de la Hongrie, toujours elle, à partir du moment où les Allemands de l'Est purent fuir à travers la Hongrie, qui avait ouvert sa frontière avec l'Autriche. C'en était fait de la domination russe dans la sphère, que ces deux régions ou pays soient aujourd'hui les moins hostiles à la Russie laisse perplexe. Dans certains pays de l'Est existe une russophobie à première vue compréhensible, en Pologne d'abord, nation dont la tradition était déjà d'être dépecée à intervalles réguliers par ses voisins prussiens, autrichiens et surtout russes. Ajoutons dans son cas le massacre de Katyn, 4400 officiers polonais sauvagement assassinés par la Russie de Staline en 1940. Ces événements de l'histoire récente ne doivent toutefois pas faire oublier que le communisme a surtout tué des Russes et que ce sont les Russes eux-mêmes qui l'ont mis à bas. Concernant les républiques baltes, en particulier les plus septentrionales, l'Estonie et la Lettonie, on peut également comprendre qu'il persiste une certaine inquiétude. Au moment de la dislocation de l'Union soviétique, elle comptait d'importantes minorités russes et concentrées dans les villes et les zones industrielles.
où elle subsiste, 25% de la population totale en Estonie et en Lettonie, 5% pour la Lituanie. Pour elle, adhérer à l'OTAN, dans la perspective que renaisse une puissance russe, paraissait logique et nécessaire. D'ailleurs, si, comme je le crois, la guerre en cours débouche sur une défaite de l'Occident et une désintégration de fait de l'OTAN, avec Trump au pouvoir, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie peuvent effectivement s'attendre à être trois des principaux perdants de la nouvelle configuration géopolitique de l'Europe. Malgré tout, que la Lettonie se présente ou non, ou soit considérée comme une sorte de vierge démocratique, et donc russophobe, ne laisse pas à être déconcerté. Et oui, il est exact qu'un nationalisme intrinsèque a permis aux républiques baltes de s'extraire de la domination russe après la Première Guerre mondiale, mais l'Estonie et la Lettonie, comme dernière, correspondaient à peu près à l'époque tsariste de la Livonie, qui comprenait aussi un morceau de l'Estonie actuelle, s'étaient fait remarquer par leur soutien au bolchevisme, très supérieur à la moyenne russe. Aux élections de l'Assemblée constituante de 1917, le score moyen des bolcheviks dans l'ensemble de l'ex-empire des Tsars était de 24% des voix. En Estonie, il obtenait 40%, en Livonie 72%. Rappelons-nous aussi la Grande Lettonie, choyée par Lénine, et qui joue un rôle si important durant la Révolution russe en tant que force de maintien de l'ordre. Une enquête de 1918 sur les premiers membres de la Tchéka, la police politique bolchevique ancêtre du KGB, puis du FSB, révèle l'affinité des Lettons avec le communisme. Sur un échantillon de 894 individus, les échelons supérieurs de la hiérarchie, 361 seulement étaient russes, mais 124 lettons, 18 lituaniens, 12 estoniens, 21 ukrainiens, 102 polonais, 116 juifs. La surreprésentation de minorités dans une institution révolutionnaire est elle-même normale, mais la proportion de 13,8% de lettons, alors qu'ils ne représentaient au maximum que 2% de la population au sein de l'Empire russe, est quand même une très belle performance. Du point de vue anthropologique, aucune surprise, la structure familiale traditionnelle dans les pays baltes, particulièrement l'Estonie et la Lettonie, était communautaire de type russe, spontanément productrice d'autoritarisme et d'égalitarisme, donc de communisme. Ce fonds anthropologique balte a été intégré à l'OTAN et à l'Union européenne en 2004. Revenons aux anciennes démocraties populaires, hormis la Hongrie. Le contraste est saisissant encore, d'une part, leur ressentiment contre la Russie et la façon dont ils ont pardonné à l'Allemagne, bien qu'elle eût porté le fer et le feu dans l'ensemble de la région durant la Deuxième Guerre mondiale, et que la Wehrmacht se fût comportée plus cruellement que l'Armée rouge. L'enthousiasme avec lequel les Tchèques ont vendu Skoda à Volkswagen et non à Renault avait de quoi interloquer. Étant donné l'importance de l'industrie automobile, c'est choisir de rentrer dans cette sphère germanique dont la Bohème avait eu tant de mal à s'extraire. En fait, que des pays qui furent souvent des martyrs du nazisme en aient décidé ainsi pose à l'historien une vraie question. Dans des moments d'abattement et de mauvais esprit, il m'arrive de me demander si dans certains pays de l'Est, on n'éprouve pas, plus ou moins consciemment, de la reconnaissance envers l'Allemagne parce qu'elle les a débarrassés de leurs problèmes. Dernière bizarrerie, l'amour mutuel que se sont temporairement voués au début de la guerre la Pologne et l'Ukraine. La Pologne, pourtant, a longtemps dominé une partie plus ou moins vaste de l'Ukraine occidentale. Les Polonais y étaient nobles et les Ukrainiens non seulement paysans mais serfs. Les nationalistes ukrainiens bandéristes avaient certes, on l'a vu, tué de nombreux juifs, mais aussi quantité de Polonais. L'état d'esprit embrassons-nous, Folleville, qui a régné jusqu'en septembre 1923 dans les rapports entre la Pologne et l'Ukraine, ne semblera naturel qu'à ceux qui ont dénué de toute conscience historique.
Pour mesurer l'étrangeté de la situation et comprendre le sens de la russophobie actuelle, nous devons réfléchir à l'histoire profonde de ces régions et examiner leur dynamique sociale générale. La première absurdité que rencontre l'historien de la longue durée est l'idée que l'Europe de l'Est ferait naturellement partie de l'Europe de l'Ouest, qu'il s'agirait d'un nouveau morceau du même monde quelque temps fracturé par l'impérialisme soviétique. C'est très exactement le contraire. Nous sommes ici en présence de trajectoires qui ont toujours été distinctes, complémentaires, mais opposées. Le décollage économique et historique général de l'Europe de l'Ouest eut lieu dès le Moyen Âge central, au XIIe et XIIIe siècle, un processus qui s'accéléra à partir du XVIe siècle. Il affecta en profondeur l'évolution de l'Europe de l'Est, mais pour en faire une zone dépendante et dominée. Moins développée, elle exportait des produits simples, en l'occurrence des grains et du bois qu'elle échangeait contre des biens manufacturés provenant d'Europe de l'Ouest. Elle suivit et rattrapa une partie de son retard et rien a priori n'aurait interdit qu'à l'image de la Scandinavie, elle finisse par rejoindre la sphère développée occidentale. Mais la peste noire de 1348 et ses séquences accentuèrent au contraire le décalage entre les deux Europes. À l'ouest, l'effondrement démographique mit la paysannerie en position de force et entraîna la liquidation du servage. À l'est, sous-urbanisé et de ce fait moins touché par la pandémie, l'emprise des seigneurs fonciers se renforça et émergea ce qu'Huygens a baptisé deuxième servage. Max Weber a insisté sur le rôle des villes dans le développement social de l'Occident, campagne comprise avec l'apparition au nord des Alpes et de l'adage « l'air de la ville rend libre ». Il a noté que le déficit démographique structurel des villes impliquait un afflux continu d'immigrés, essentiellement des ruraux. En ville, le servage était aboli de fait, mais une différenciation économique nouvelle y superposait simples travailleurs, artisans qualifiés, administrateurs et au sommet de la hiérarchie patriarcat urbain. Celui-ci se trouvait en concurrence avec l'aristocratie rurale dans son rapport à l'État monarchique et l'on peut donc concevoir que le développement urbain exerça une pression négative sur l'institution du servage dans les campagnes elles-mêmes. De façon parallèle, le sous-développement urbain de l'Europe de l'Est rendit l'aristocratie terrienne toute puissante, sans rivale et capable de fixer au sol une paysannerie auparavant libre. Ce deuxième servage, conçu pour assurer la production et l'exportation de grains vers l'Europe développée, apparut au moment même où le premier disparaissait à l'ouest. Résultat, à l'ouest, une force de travail libre exploitée sur un marché, à l'est, une force de travail arrachée au sol, et la corvée plutôt que le travail rémunéré avec une domination politique directe du propriétaire du sol sur le travailleur. Notons que liberté et servitude sont en général les deux pôles d'une évolution historique globale. L'esclavage antique et la traite des Noirs du XVIIIe siècle ont combiné liberté économique et servitude des corps en faisant de l'homme une marchandise. Ce que montre l'histoire n'est donc pas l'appartenance commune des Europes de l'Est et de l'Ouest à un même processus d'émancipation, mais une complémentarité dans le développement antagonique de la liberté de l'Ouest et du servage à l'Est, avec comme conséquence lointaine la démocratie libérale à l'Ouest et la dictature à l'Est. Au fond, l'Europe de l'Est a été que notre premier tiers-monde. Nous n'avons pas eu le temps de formaliser cette évidence parce que cette expression d'Alfred Sauvy est arrivée trop tard en 1952 alors que la zone était soviétique et soviétisée. Mais elle a été la première des périphéries subordonnées à une Europe de l'Ouest en ascension rapide. Alors, la classe moyenne, acte 1 de la faiblesse à la destruction. Les nations paysannes de l'Est ont connu des structures étatiques.
Il y a eu un royaume de Pologne, par exemple, et celui-ci s'associa à la Lituanie d'abord à partir de 1385 et de l'union de Crévaux, puis en 1769 à 1795 dans ce qu'on a appelé la République des deux nations. Mais en raison de la faiblesse du réseau urbain et des classes moyennes, ce furent des États fragiles, dominés par une aristocratie anarchique et donc proie facile pour les voisins mieux organisés. L'autodestruction de la Pologne par le liberum veto, c'est-à-dire la possibilité pour un seul membre de la Diète, alors une assemblée aristocratique dont tous les décrets devraient être pris à l'unanimité, de surprendre une décision est emblématique de cette mécanique sociale générale. En résultèrent les partages de la Pologne entre la Prusse, l'Autriche et la Russie en 1772, 1793 et 1795. De manière paradoxale, l'incorporation dans les empires autrichiens et russes fut un facteur de rattrapage industriel pour ces régions périphériques de l'Europe de l'Ouest. La Bohême, actuelle République tchèque, se ménagea une place dans l'empire des Habsbourg qui lui permit de se développer. Le premier essor industriel de la Hongrie découla d'une protection de son économie par le même empire contre l'Europe occidentale. Le décollage de l'industrie polonaise se produisit dans les dernières années du tsarisme. Intégrée à l'Occident, la Pologne y était réduite à jouer un rôle mineur par sa spécialisation agricole. Au sein de l'Empire russe, elle constitua avec les pays baltes, grâce à la diffusion de l'alphabétisation et des techniques nouvelles, la partie la plus avancée de l'Empire. Et elle profita du protectionnisme qu'il offrait. Sur le plan économique, la fin de l'ère tsariste a donc été pour elle plutôt une bonne affaire. Au moment où les empires russes, prussiens et austro-hongrois se disloquèrent à la fin de la Première Guerre mondiale, le trait social fondamental de cette Europe orientale, où reconnaissait parfois des nationalistes, restait toutefois le sous-développement des classes moyennes. C'est ce qui explique l'échec entre les deux guerres de la démocratie libérale, la Tchécoslovaquie, et ici l'exception qui confirme la règle, puisque si elle parvint à établir une démocratie, c'est bien parce qu'elle était la société la plus avancée et que, ayant échappé au processus dégénératif enclenché par le deuxième servage, elle avait formé des classes moyennes. Le grand livre sur la période est Decades of Crisis, Central and Eastern Europe Before World War II, d'Ivan T. Berendt, un juif de Budapest qui, après une carrière universitaire en Hongrie, émigra aux États-Unis, une sorte de slagpuntok hongrois. Comme il le montre très bien, la faiblesse des classes moyennes était liée non seulement aux circonstances que nous avons décrites, la soumission à l'Occident, le servage, la faiblesse des villes, mais aussi à un retard éducatif et culturel général, moins grand toutefois que celui de la Russie. Symptôme classique du sous-développement éducatif, la surreprésentation dans les classes moyennes réduites. L'intérêt particulier de la religion juive porte à l'éducation donne en effet aux juifs un avantage économique et social quand le reste de la population est peu instruit. Quelques chiffres suffiront à donner une idée de leur poids dans la population urbaine de l'Europe de l'Est et donc dans les classes moyennes éduquées avant la Shoah. Vers 1930, il constituait 9,5% de la population totale de la Pologne, 30% de celle de Varsovie, 5% de la population hongroise, 35% de celle de Budapest. En Tchécoslovaquie, plus avancée, il représentait quand même 2,5% de la population et 4% de celle de Prague. En Autriche, 2% de la population, mais 8 à 9% de celle de Vienne. La part des Juifs était importante aussi en Lettonie, 4,9%, et en Lituanie, 7,6%, bien moindre en Estonie, seulement 0,4%, ou même dans la partie européenne de l'Union soviétique, 3,5%. L'Allemagne, le foyer de l'antisémitisme d'extermination, avait en effet une population de Juifs très faible, 0,75%.
On imagine sans peine l'effet qu'eut la Shoah sur ces classes moyennes peu fournies où les Juifs étaient surreprésentés. Déjà fragiles, peut-être furent-elles détruites parce que plusieurs de ces pays perdirent aussi leurs élites d'origine allemande. Tandis que les paysans colonisateurs allemands du Moyen Âge s'étaient à peu près fondus dans les sociétés est-européennes, une aristocratie et des bourgeois héritiers de l'ordre teutonique laïcisé s'étaient maintenus dans les villes baltes par exemple, particulièrement en Estonie et en Lituanie. Or, lors du pacte germano-soviétique de 1939, Hitler, par un accord avec Staline, récupéra ces Allemands des pays baltes. Il ne prit bien sûr que les Allemands purs. Les Mischling, à sang mêlé, furent renvoyés en Russie soviétique où ils moururent dans des conditions abominables. Résumons-nous, la Deuxième Guerre mondiale avait au minimum affaibli un peu plus des classes moyennes déjà faibles. Il était inconcevable à partir de 1945 la démocratie surgit spontanément dans ces pays, même en l'absence d'occupation soviétique. Les classes moyennes, acte 2, la résurrection sous la tutelle soviétique. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Union soviétique édifia son glacis protecteur et fabriqua des démocraties populaires. Elle abolit donc une démocratie qui, sauf en Tchécoslovaquie, n'avait jamais existé. Peut-être est-ce pourquoi c'est seulement du coup de Prague en 1948 qu'on se souvient. La mise au pas de pays comme la Hongrie, la Pologne ou la Bulgarie a fait moins de bruit, sans parler de l'Allemagne de l'Est où le communisme succéda directement au nazisme. Le communisme se révéla plus violent sur le plan politique que certaines des dictatures de l'entre-deux-guerres. L'économie centralisée échoua dans les démocraties populaires comme en Union soviétique, mais paradoxalement, l'Europe centrale et orientale, dévastée par le nazisme, amputée d'une partie de ses minuscules classes moyennes, devint une fois occupée par l'armée rouge, la partie culturellement la plus avancée de l'affaire soviétique. Certaines démocraties populaires développèrent des spécialités techniques honorables, les industries d'Allemagne de l'Est, de Bohême ou de Hongrie. Une étude détaillée mettrait en évidence ce que les économistes hongrois appelaient entre 1965 et 1975 un quasi-développement, c'est-à-dire un développement industriel réel, bien que déficient en qualité selon les normes internationales. Surtout, la mise sous tutelle soviétique déclencha dans toute l'Europe de l'Est un décollage éducatif. L'idéologie communiste a en effet en commun avec le protestantisme l'obsession de l'éducation. La base de données Barrow-Lee permet de mesurer les progrès réalisés. Elle fournit la proportion en 1990 lors du chute du mur des personnes qui avaient reçu une éducation secondaire et de celles qui avaient reçu une éducation supérieure. D'une part, chez les 70-74 ans qui avaient entre 25 et 30 ans en 1945 et avaient donc été éduqués avant le communisme, et d'autre part chez les 35-39 ans qui avaient entre 25 et 30 ans en 1980 et qui avaient été éduqués, eux, sous le communisme. Commençons par la Pologne. Parmi les 70-74 ans en 1990, 15,9% avaient reçu une éducation secondaire, 60,6% parmi les 35-39 ans. En ce qui concerne les éduqués supérieurs, les proportions étaient respectivement de 2,8% et 10,6%. Ce dernier pourcentage n'est pas considérable dans l'absolu, mais révèle quand même une impressionnante progression sous tutelle communiste, une multiplication par 5. Dans le cas de la Hongrie, en 1990, 6% des 70-74 ans avaient reçu une éducation secondaire et 50,8% des 35-39 ans, 4,6% et 13,5% avaient suivi des études supérieures. Enfin, en République tchèque, ce que je sépare déjà de la Slovaquie, qui, comme nous l'avons vu, était plus avancée au départ, ont recensé en 1990
19,6% d'éduqués secondaires chez les 70-74 ans et 57,1% chez les 35-39 ans, 4,1% d'éduqués supérieurs chez les 70-74 ans et 18,1% chez les 35-39 ans. Ces chiffres sont plus élevés que ceux des autres pays, mais la progression est moins spectaculaire. La Bohème, elle, a donc été déviée de sa trajectoire occidentale entre les deux guerres. Le développement éducatif sous domination soviétique engendra de nouvelles classes moyennes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.